Le capitaine Ibrahim Traoré restera à la tête de la transition durant les 5 prochaines années. C'est ce qu'ont décidé les conclusions des assises nationales qui ont réuni les forces vives de la nation qui soutiennent les militaires au pouvoir. Ces conclusions se sont déroulées sans les partis de l'ex-alliance des majorités et formations politiques présidentielles. Selon la charte modifiée, le chef de la junte, Ibrahim Traoré, est autorisé à se présenter à l'élection présidentielle au terme de la transition. C'est le colonel Moussa Diallo qui a présidé le comité national d'organisation des assises nationales. De la charte modifiée, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du FASO, la durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Des propos tenus dans une atmosphère électrique autour de la salle des conférences de Ouaga 2000 où des partisans du capitaine Ibrahim Traoré exigeaient plutôt une transition d'une durée de 10 ans. Selon ces activistes de la société civile, la classe politique burkinabé a échoué et devrait laisser place à de nouveaux dirigeants. Ils saluent tous la prolongation de la transition qui permettra, selon eux, aux militaires de poursuivre la lutte contre le terrorisme. Donc en disant déjà président du FASO, vous voyez qu'il y a un changement puisqu'avec l'ancienne, c'était président de la transition. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé s'est engagé de nouveau pour libérer le pays, pour aller vers le développement, pour aller vers la cohésion sociale et le vivre ensemble. Mais pour de nombreux responsables politiques qui n'ont pas souhaité s'exprimer publiquement sur les conclusions de ces assises nationales, ces rencontres organisées par la junte et ses partisans sont une mascarade qui va diviser les Burkinabés. Alors que la première mouture de la charte de la transition proposait 3 ans et demi, soit 42 mois, à compter du 2 juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré pourra rester 5 ans de plus, même si ces élections marquant la fin de cette période transitoire pourront néanmoins être organisées avant cette échéance, si la situation sécuritaire le permet, précise le document. Bob Barry et la charte modifiée samedi entrent immédiatement en vigueur. En bref, au Mali voisin, une vingtaine de villageois ont été tués samedi par des hommes armés dans une localité du centre du pays. Et puis au Niger, un exercice militaire d'envergure a lieu dans l'ouest du pays dans le cadre de la lutte contre les djihadistes. Dans cette opération, cet exercice militaire regroupe les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo. Vous écoutez la DW. Au Bénin, les autorités veulent encadrer la vente de carburant de contrebande en créant le principe de mini-station, une mesure temporaire, mesure visant à répondre aux besoins des communautés qui dépendent de la vente de l'essence dans les rues. Et l'objectif est simple, c'est réguler cette activité pour garantir la sécurité et la qualité de l'essence vendue. Sur les 2000 mini-stations-service prévues pour la première phase du projet, beaucoup sont déjà déployés et opérationnels dans la ville de Cotonou. Et Rodrigue Guéjodje, notre correspondant sur place, a fait le tour de certains de ces mini-stations-service. Reportage. À Agla, l'un des quartiers les plus populaires de Cotonou, la capitale économique du Bénin, Ruth Bokor est bien connue comme grossiste des produits pétroliers. Depuis une dizaine d'années, elle est principalement revendeuse de l'essence, dite de la contrebande. Parfois, moi, je suis à 300 ou bien 500 millions par jour. On a fait 26 fois 500. 13 000 litres d'essence en une journée, c'est plutôt le minimum quotidien que revend cette femme de la quarantaine. Au moment où nous lui rendions visite, l'un de ses camions déchargeait sur son site plus de 1000 bidons de 25 litres chacun. Cette intense activité a amené Ruth Bokor à prendre l'une des mini-stations que déploie le gouvernement béninois dans les grandes villes du pays. J'en ai une et je souhaite que le gouvernement agrandisse notre secteur par cette station pour que tout le monde soit satisfait, pour décourager les bouteilles au bord de la voie. Ces bouteilles dont parle Ruth servent à vil prix l'essence de la contrebande, appelée aussi essence frelatée, du fait des mauvaises conditions de stockage, ce qui amène Syriac Kekbe, un jeune reconverti en gérant de mini-station,
a salué la mise en place de ces nouvelles machines. Ça a une garantie pour les clients du fait que l'essence est bien filtrée et ça conserve les gaz en fait. En plus, nous aussi, même aussi, on est en sécurité. Le volume de l'essence de la contrebande représente 80% de la consommation nationale, selon le directeur général du dépôt pétrolier du Bénin, malgré la réglementation de sa vente par le code pénal. Il était donc indispensable, selon Sostène Ounsou, que le gouvernement trouve une formule adéquate pour faire face efficacement à ce secteur. Le projet de mini-station vient répondre à cet aspect pénal et pour gérer les problèmes de santé, les problèmes environnementaux. Il ne s'agira pas d'empêcher de commercialiser le produit, mais il faut commercialiser avec un dispositif sécuritaire. Et ce dispositif, ce sont les mini-stations. Mais pourquoi cette décision du gouvernement de réorganiser un secteur considéré comme illégal? Sostène Ounsou explique. Alors, nous avons recensé 54 000 acteurs dans cette activité, c'est-à-dire 54 000 points de vente. Il faut voir derrière tout ce que ça implique dans la population active du Bénin. Derrière chaque point de vente, il y a 3, 4, 5, voire 10 personnes qui bénéficient de cette activité-là pour leur quotidien. Du coup, le gouvernement a pensé à ne pas supprimer cette activité. Une décision plutôt sociale saluée par les Béninois. Rodrigue Guézodjé Cotonou pour la Deutsche Welle. Un sujet que vous retrouverez dans quelques minutes sur notre site internet. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était à Conakry vendredi avec son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Il a discuté de la délimitation de la frontière entre leurs deux pays, une frontière qu'ils veulent fixer de manière consensuelle et définitive selon un communiqué conjoint qui a été publié ce week-end. Et puis, toujours en bref, au Gabon, l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, Brice Lakruchalianga, a été condamné samedi à 12 ans de prison, dont près de 4 ans ferme pour détournement de fonds publics. Il doit également payer une amende de 100 millions de francs CFA et 5 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. 7h13 en temps universel, on se rend à présent en République centrafricaine. Le choix du gouvernement d'attribuer les permis d'exploitation de certaines mines d'or à des concessionnaires étrangers, notamment chinois, a été mal vécu dans certaines régions. Oui, c'est le cas ainsi d'un site minier proche de la ville de Soso-Nakombo, situé dans l'est de la République centrafricaine. Et c'est dans cette ville où l'exploitation a été concédée à l'entreprise chinoise Huanzhing Mining Africa. Toutefois, un nouveau filon aurifère est venu redonner l'espoir aux habitants qui pourront se rebattre sur l'exploitation artisanale de cette mine. Notre correspondant Jean-Fernand Coena s'est rendu sur place. On écoute son reportage. L'exploitation de l'or redémarre à Kolipo, une zone aurifère proche de Soso-Nakombo dans la préfecture de la Mambéré-Kadéi. L'exploitation est artisanale, mais elle redonne une perspective aux jeunes habitants de la région, selon Delpec Angola, commissaire au compte du chantier. Ici, un gramme d'or se vend à 30 000 francs CFA. Nous avons des collecteurs qui sont sur place et ils sont de plus en plus nombreux à acheter de l'or. Ce qui est bien, c'est que les jeunes en prennent conscience en achetant des matériaux de construction. Mais il y a peu, la situation n'était pas aussi prometteuse. Le maire de Soso-Nakombo, Stache Albert Nakombo, a été critiqué pour avoir concédé à l'entreprise chinoise Swatin Mining Africa la partie la plus intéressante du site dénommé le tunnel, empêchant la population locale de l'exploiter. Face à cela, le maire affirme qu'il n'est pas responsable de l'attribution des permis d'exploitation. En tant que maire, je n'ai pas qualité et compétence d'attribuer permis. C'est l'État seul, le ministère des Mines, après vérification d'essai, qui peut attribuer des permis à des sociétés, à des coopératives. Alors si la société Huasin Mining est installée ici, parce que l'État a attribué à cette société un permis d'exploitation. C'est pour cela que cette société s'est installée ici. En dépit de la présence chinoise, l'exploitation du nouveau filon crée des emplois locaux. Les mines ont en effet besoin de machinistes ou de chauffeurs qui transportent l'or vers la ville de Soso-Nakombo, Berberati ou même jusqu'au Cameroun voisin. Tatiana Yangula, pour sa part, tient un petit restaurant
et elle s'implique de plus en plus dans le commerce de l'or grâce auquel elle a bâti sa maison. Ici, je tiens mon restaurant et je puis vous dire que ça bouge. Je me prépare à compléter mon capital pour acheter de l'or et le revendre. Nous achetons de l'or entre les mains des jeunes qui viennent manger chez nous. C'est grâce à cette activité que je prends en charge ma famille et construis ma maison de 4 chambres et un salon. L'exploitation artisanale à Koliko emploie à plus de 90% une main-d'œuvre jeune originaire de la sous-préfecture. Jean-Fernand Kwena de retour de Susuna Kombo pour la Deutsche Welle. DW Info Matin.